C'est le Et voilà, bordel. encore 2 heures Mais j'ai pas perdues. le temps. Ouais, c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Ligne et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Alors chez Chacornas, on n'a pas cherché à tout changer. On a essayé d'avancer avec ce qu'on avait. On a testé des pistes provisoires pour voir jusqu'où elles pouvaient aller. Pas dans l'urgence, mais avec méthode, avec un esprit vraiment scientifique. On essaye, on teste, et puis si ça marche pas, c'est qu'il faut faire autre chose. Très vite, une réalité s'est imposée, c'est que sans relais solide, même les meilleures idées, elles peuvent s'user. Et les meilleures intentions s'épuisent. Alors, ce podcast, cet épisode-ci, raconte une démarche de recherche, une exploration lucide, qui a permis d'évaluer des risques, de mesurer des limites, et de comprendre que certaines options ne sont tout simplement pas viables. Alors, ce que Xavier construit aujourd'hui, c'est une réponse durable. Parce que parfois, le seul choix raisonnable, c'est le seul à faire à long terme. Alors, bonne écoute pour cet épisode. Alors, je suis aujourd'hui donc avec Xavier Chacornas. Salut Xavier. Salut Paul. Que tu peux nous présenter ton entreprise en quelques mots, s'il te plaît? Alors, une entreprise de menuiserie bois, fabrication de menuiserie extérieure bois. Donc, il y a deux structures. Il y a la menuiserie Chacornas qui est la production des fenêtres. Et la société Énergie Bois qui, elle, gère les chantiers avec les conducteurs de travaux, qui fait les appels d'offres, qui répond aux appels d'offres, etc. Donc aujourd'hui, ces deux structures sont liées, puisque la structure de chantier commande bien évidemment ces fenêtres en bois et ces portes en bois à la société de production qui est la Maison Chacornas. Et voilà, donc on est une petite équipe d'une trentaine de personnes, en tout cas sur les deux structures. C'est un petit groupe, donc on appelle le groupe Chacornas. Et on produit entre 100 et 200 menuiseries par mois. On va monter la production sur les futurs ateliers, sur les nouveaux ateliers. Mais bon, voilà, on court pas après un chiffre d'affaires, on essaie surtout de prendre des dossiers de qualité avec des menuiseries spéciales. Et c'est ce qu'on fait en majorité, c'est-à-dire qu'on aime faire ce que les autres ne veulent pas faire. C'est vraiment des produits très spécifiques et du sur-mesure, mais autant pas qu'en dimension, mais surtout en profil, en typologie de menuiserie. Voilà, on n'est pas du tout fermé à acheter de nouveaux outillages pour créer une nouvelle fenêtre unique pour un seul chantier s'il le faut. Il me semble que d'ailleurs le mot historique est assez lié à la menuiserie Chacornas, autant en termes d'histoire que parce que le groupe Chacornas existe depuis plusieurs générations, et aussi en termes de clientèle, parce que vous faites pas mal de monuments historiques aussi, non? Oui, exactement. Donc après, nous, on est bon, ça fait 7 générations hein, de menuisiers dans la famille, donc c'est c'est quand même pas mal depuis 1830. Et après, en fait, depuis maintenant de nombreuses années, on s'est dirigé vers les monuments historiques. Parce que c'est aussi des menuiseries très spéciales et c'est aussi plus plaisant à fabriquer. Voilà, la menuiserie traditionnelle, plus moderne, c'est une chose, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aller chercher les menuiseries historiques dans les bâtiments historiques avec des moulures spéciales, beaucoup de petits carreaux, des moutons gueule de loup, des espagnolettes à l'ancienne, et cetera. Des vitrages, étirés comme sur les châteaux à l'époque, des vitrages un peu floutés. Voilà, c'est ce qu'on aime faire, en fait, c'est le spécial. Alors du coup, ça fait cette génération. Pourquoi est-ce que toi, tu te lances dans une démarche ligne il y a 6 mois? Parce qu'en fait, j'ai compris que le problème, déjà, le chef d'entreprise et moi, enfin, mon cas est identique. C'est on se sent seul. Et après, il y a des moments, on n'arrive plus à prendre du recul et on n'arrive plus peut-être à faire les bons choix. Et la démarche Lean, ben, c'est surtout pour améliorer la production, devenir plus performant. Et le Lean, pour moi, c'est pas obligatoirement des gros investissements, c'est des fois même zéro investissement. C'est une manière différente de travailler avec les mêmes personnes. C'est juste, comme on dit souvent aux gars, c'est on va mieux travailler. Voilà, on va mieux travailler avec le même matériel, on va surtout s'organiser. Des fois, ça tient à rien, des fois, ça tient à rapprocher sa palette de bois pour la passer à sa machine, qu'elle soit 3 mètres, 1 mètre, 1,50 m. Et c'est plein de petits détails ben, c'est le lean en règle générale, c'est plein de petits détails qui font qu'à la fin de la journée, on a produit
30% de plus, en changeant pas grand-chose, mais que des fois on n'arrive pas à trouver ces petites astuces et c'est là que le lean nous aide énormément, de par aussi ton intermédiaire, c'est d'avoir cette vision pour améliorer la production sans faire des investissements, des gros investissements. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intégré à cette démarche régionale avec la Fédé? Tu connaissais quelque chose au Lean avant? T'attendais que ça se déclenche? Alors, en toute honnêteté, ça fait quelques années que je m'étais intéressé au lean, puis j'avais eu un cabinet conseil qui était venu. Mais bon, voilà, ça a un coût important. Donc, des fois, pour des petites structures comme la mienne, il y a des moments où on aimerait le faire, mais on n'y arrive pas. Et vraiment, ça a été l'opportunité que la région nous aide à justement à aller à fond dans le lean. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que je sais les atouts énormes que peut avoir le lean dans une structure de production, dans une structure de chantier, dans une organisation. Et des fois, financièrement, on a un peu du mal à franchir le cap. Et là, là, ça a vraiment été l'occasion parce que je me suis vraiment senti aidé et que la région nous aide justement à passer aux lignes, quoi. Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ton entreprise, quels étaient les grands combats, quels étaient les grands sujets qui étaient sur la table quand on a commencé à travailler ensemble? Alors les grands sujets, il y en avait beaucoup, mais c'était voilà, augmenter la production, améliorer la production, que ce soit de la partie enfin, de A à Z, hein, de la partie chantier, de la prise de côte, de le transmettre en fait toutes ces informations. De A jusqu'à Z, que ce soit du chantier jusqu'au BE production, jusqu'à dans les ateliers. C'est toutes ces phases, et il y en a énormément, que le Lean, justement, je voulais que le Lean m'aide à organiser le mieux possible toutes ces phases. Alors ça fait 6 mois qu'on a bossé. Depuis 6 mois, est-ce que tu pourrais dire que à un moment il y a eu des déclics? Est-ce que toi tu as eu des déclics? Alors oui, il y a eu des déclics. Après, moi, je pense que je suis un cas un peu spécifique, mais en fait, les gros déclics qu'on a eu ensemble, que le Lean m'a apporté, c'est on a fait des essais, on a fait beaucoup d'essais pour essayer d'améliorer. Et en fait, grâce à tous ces essais, toutes ces choses qu'on a mis en place, on s'est rendu compte qu'à la fin, on avait beau y mettre la meilleure volonté du monde, il nous manquait des personnes clés et on n'avait pas réussi à cerner ce gros problème. Et donc, on essayait tant bien que mal, avec les personnes qui avaient, de faire avancer les choses et on n'y arrivait pas. Et c'est là que le lean, on a analysé et au bout d'un moment, on s'est aperçu que, voilà, même avec la meilleure volonté du monde, mais il fallait qu'on rentre des postes clés. Voilà. Et du coup, c'est grâce au lean que depuis 4-5 mois, je fais de gros recrutements parce que j'ai compris, grâce à cette démarche, que c'était indispensable et que je ne pouvais pas augmenter ma production, améliorer ma production, ainsi que la partie chantier, c'était une généralité hein, de la partie chantier à la production, que sans des recrutements bien ciblés, et au moins on pourra réenclencher la deuxième phase du lean avec les personnes adaptées pour pouvoir avancer. Alors peut-être qu'on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail. Moi j'ai compté 3 chantiers particulièrement voilà, prépondérants. J'ai compté, bon, le premier chantier c'est l'atelier. En aval de l'atelier, il y a la partie pilotage de la production au niveau de la pose. Et en amont de l'atelier, il y a toute la partie logicielle. Alors, peut-être que tu peux préciser, par exemple, quel a été le niveau de réflexion et le niveau de décision qu'on a pu prendre concernant le logiciel, par exemple, pour commencer. Alors, dans la partie logicielle, on s'est aperçu en fait qu'on avait beaucoup de choses à développer autour de notre logiciel. Le logiciel, comme tous les logiciels, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Trouver quelque chose dans le commerce qui réponde à tous nos besoins, ça n'existait pas. Voilà. Donc, en analysant tout ça, on s'est aperçu que le mieux pour nous, c'était de développer des choses en interne. Et c'est de par cette réflexion qu'on a fait rentrer un informaticien développeur qui a commencé il y a 15 jours et qui va justement nous permettre de mettre tous ces programmes en route et de faire avancer cette partie-là. Ouais. Tu avais engagé déjà une solution pour que le logiciel se développe. Mhm. Tu avais eu d'ailleurs un groupe d'élèves de l'école des mines qui Oui, était oui, oui. venu pour réfléchir au cahier des charges du logiciel. Sauf Mhm. que le pépin derrière, c'est qu'une fois que le cahier des charges est fait, ben, il faut le faire. Ouais, Et c'est là que peut-être il y avait peut-être une mauvaise jauge du travail qu'il y avait à faire autour du logiciel et de la façon de le piloter. ouais. Donc on vient de parler du logiciel, on peut peut-être parler un petit peu de l'atelier, dans lequel, à mon sens, il y avait, on avait
une contrainte, c'est que l'atelier, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est pour plus forcément très longtemps. Et on était un peu entre deux eaux. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on va déménager. Est-ce que si on déménage, est-ce que ça vaut le coup de changer le canapé ou pas? Est-ce qu'on le fera pas quand on déménage? Il y avait des questions de ce genre-là, mais qui menaient au final à ce qui est un espèce de statu quo. Oui, et ça, c'était pas bon parce que, en fait, je crois pas qu'il fallait attendre d'avoir la Ferrari entre guillemets. On peut très très bien travailler avec l'atelier qu'on a actuellement et l'améliorer en permanence. Et ben, c'est là que le Lean, en fait, il y a plein de petites choses à faire qui sont très intéressantes et qui nous permettent d'avancer, de produire mieux, plus vite, dans de meilleures conditions. Et donc, en fait, on essaye de pas attendre, voilà, de pas dire on fera tout quand on sera dans les nouveaux ateliers. Et c'est de là aussi on a senti qu'il nous manquait une personne aussi dans les ateliers. Alors, j'ai un très bon chez l'atelier, un sachant, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et tout. Mais peut-être qu'il était un peu seul pour gérer tout ça. Il avait besoin de soutien, voilà, de quelqu'un qui le complète en tout cas. Et c'est la recherche qu'on a lancée. Et on l'a validé également il y a 15 jours, 3 semaines. Bon, lui, il commencera en octobre. Mais en fait, encore une fois, c'est grâce à toute cette démarche Lean on a pu vraiment mettre le doigt sur tous ces problèmes et toutes les choses qu'il faut qu'on mette en route et tout ce personnel, entre guillemets, qu'on devait embaucher pour avancer. Et voilà, donc là, pour la production, déjà, avance parce qu'on a mis des petites choses en route. Mais après, avec l'arrivée du futur responsable atelier, eh ben, ça nous permettra d'avancer encore plus, quoi. Et du coup, on peut peut-être donner quelques détails concernant cette fois la partie donc la plus en aval, la partie pause, où on s'est rendu compte qu'on avait un chapeautage de la production. Alors, la production, il me semble qu'elle est beaucoup externalisée chez Chacornas. C'est essentiellement des sous-traitants, mais ils sont pilotés en interne. Voilà, alors tout ce qui est pause, voilà, il y a pas, il y avait, on faisait beaucoup poser par des sous-traitants avec qui on travaille assez souvent. Mais là, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de doucement modifier pour avoir vraiment nos propres équipes en interne, en tout cas au minimum une équipe en interne, un binôme en interne, pour être plus réactif sur les pauses ou sur du SAV. Voilà. On va continuer à travailler de la sous-traitance, mais ce qui est important, c'est qu'on l'organise aussi différemment et qu'on en soit beaucoup dans l'anticipation. Moi, je dis toujours, les sociétés, c'est pour moi le mot-clé, c'est l'anticipation et c'est peut-être un peu ce qui nous a manqué. Et c'est pour ça on va mettre aussi en route des choses côté chantier pour être énormément dans cette anticipation-là, quoi. Ce qui nous a un peu manqué, je pense. Alors, côté chantier, je me souviens de deux actions particulières qui ont permis de déjà un petit peu cranter par rapport à la situation initiale d'il y a 6 mois. Mhm. C'est que déjà il y avait un suivi global de la production qui n'était pas assez net, pas assez clair, il n'y avait pas assez de décisionnel, et ça tenait notamment au pilotage, qui n'était pas assez fréquent, qui n'était pas assez propre. Et la deuxième chose, c'est que on avait de l'information qui se paumait complètement entre les sous-traitants, les conducs, les administratifs, le bureau d'études. Au final, tout le monde était un petit peu dans son rush, tête dans le guidon, on va dire, mais personne relevait la tête, un petit peu comme en danse aquatique, là. Comment ça s'appelle cette discipline où il y a tout le monde qui nage, je sais plus. Mais à un moment, il fallait sortir la tête de l'eau tous ensemble et en même temps, de préférence, pour dire, bon, ce chantier, on en est où? Et donc ça manquait à la fois de liant au niveau humain et aussi ça manquait d'outillage méthodo pour pouvoir suivre l'activité et décider. Voilà, oui, il y avait un gros manque de process et voilà, c'est ceux qui se met en route, qui est en train de se mettre en route. Alors, t'as parlé de déclic pour toi tout à l'heure. Mhm. Est-ce qu'il y a eu l'inverse du déclic? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des frustrations particulières que tu peux partager avec les gens qui se diraient, bah tiens, une démarche Lean, ça m'intéresse, ou qui se diraient, tiens, j'ai testé Lean, mais ça marche pas. Est-ce que tu peux partager peut-être des moments vraiment au creux de la vague que tu as pu avoir pendant ces 6 derniers mois? Moi, réellement, des frustrations dans le lean, j'en ai pas vraiment parce que c'est quelque chose que je suis adepte de ça. Donc, je, après, si c'est des frustrations, ça va pas être du côté lean, ça va être peut-être des choses où on a toujours envie que ça avance plus vite, on a toujours envie que les choses se mettent en place plus rapidement. Mais
c'est la cause, enfin le problème, c'est pas le lean, quoi. C'est c'est nous à mettre des process plus rapidement en route, les tenir ou alors les tenir, c'est pas les faire pendant 15 jours, mais les faire sur du long terme. C'est plutôt ça qui va des fois me créer des frustrations, de me dire on a mis quelque chose en route qui fonctionne bien. 2 mois après, pour quelle raison, on ne le sait pas, ça s'est arrêté. C'est ça plutôt qui va me créer des frustrations que le lean en général, quoi. C'est plus que j'ai pas envie qu'un des process qui fonctionnent bien s'arrête. Je veux qu'il continue, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que dans ton cas, il y a un phénomène qui est très bien illustré, qui est presque un cas d'école, si je peux me permettre, c'est le fait de tout porter tout seul. Parce qu'au final, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un gardien. Il n'y a plus qu'un un seul gardien du temple, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans le temple, eh ben, voilà, il faut voir le gardien. Mais ça peut pas fonctionner, parce qu'au bout d'un moment, tu es au four et au moulin, ben, tu peux pas tout faire. Alors, est-ce que du côté de tes équipes, tu as observé des choses qui t'ont agréablement surprise pendant cette démarche? Alors, ce qui m'a vraiment surpris, c'est alors comme malheureusement souvent, je dirais, l'être humain n'aime pas trop le changement, dans le cadre de travail. Et des fois, on est habitué à une façon de travailler et voilà, faire changer les gars, faire changer de méthode et tout, c'est des fois pas simple. Alors, il faut arriver à mener les choses vraiment à bien leur faire comprendre que c'est une amélioration du travail. C'est pas, ils vont pas travailler, ils vont pas plus forcer, bien au contraire. C'est vraiment aujourd'hui leur dire, nous allons être plus performants, nous allons moins forcer, nous allons moins nous déplacer. À la fin de la journée, au lieu d'avoir fait 5 kilomètres, on n'aurait fait plus qu'un et on aura sorti plus de produits à la fin et plus de fenêtres. Dans mon cas, plus de fenêtres. Et c'est ça qui, au début, il y a toujours une petite réticence, voilà, et là, aujourd'hui, je vois que voilà, cette réticence, elle y est plus. Ils ont constaté d'eux-mêmes que c'était plus agréable de travailler sur des postes de travail, propres, que tout ce qui est autour d'eux, si c'est bien organisé, bien fluide, et ben, c'est beaucoup plus agréable. Donc là, vraiment, aujourd'hui, j'ai plus ce petit problème-là qui peut arriver dans les ateliers. Le changement, pourrait être un problème. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce qu'ils ont senti que c'était aussi pour leur bien-être et que si la société produit plus, et eux se fatiguent moins, mais c'est bon pour tout le monde, et ça fait avancer les choses. Donc, aujourd'hui, on va dire que c'est le point positif, c'est que maintenant ils ont compris que le lean, c'était pas les faire courir plus qu'avant, c'est justement les faire travailler mieux. Voilà, être plus performant. Est-ce que tu as eu des révélations? Ce que j'appelle une révélation, c'est-à-dire des profils où tu te dis, tiens, je m'attendais pas à ça de sa part, mais quelle agréable surprise. Oui, j'en ai eu quelques-uns dans les ateliers voilà, qui étaient justement très réticents au départ et plutôt toujours c'était toujours négatif. Voilà, tout ce qui était proposé, c'était pas bien. Le verre à moitié vide. Voilà, tout le temps en permanence. Et là, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que vraiment, il y a certains profils que j'ai été très surpris et agréablement surpris, parce qu'aujourd'hui, ils apprécient et ils sont même ouverts à nous dire, «Bon, mais moi, je travaille comme ça, est-ce qu'on pourrait mettre ça en route? Ce serait peut-être bien et tout». Il y a un échange qui s'est créé et donc ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être une distance qui s'est installée avec le temps par rapport aux mecs d'atelier, de pilotage? Sûrement, sûrement. Ah beh, complètement, puisque à un moment donné, des fois, on est un peu tous la tête dans le guidon. Nous, on oublie aussi, en tant que chef d'entreprise, en tant que même les responsables en dessous, les chefs d'atelier il faut pas oublier aussi, et ça c'est des fois un gros problème, de de féliciter aussi les gars quand il y a quelque chose de bien qui s'est mis en route et des fois on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie aussi de quand quelque chose se met en route et que ça a été bien mis en place par les gars derrière, en tout cas qu'ils ont entendu ce qu'on leur a dit et qu'ils l'ont bien mis en place, il faut aussi penser à les féliciter, voilà, leur dire: «Beh, c'est voilà, c'est agréable de voir qu'on a plus produit, sans courir» et ça, peut-être qu'une distance était créée quand on s'occupe moins de cette partie-là, mais automatiquement, on crée une distance avec les gars en production ou sur les chantiers et ça rapproche les gens, justement, de mettre le lean en route. Au moins, on les fait un peu participer à tout ça et ça a rapproché les équipes et c'est mieux. Alors il y a un gros sujet, un autre sujet non des moindres dont on n'a pas parlé, c'est le déménagement. Parce qu'aujourd'hui, Menuiserie Chacornas, c'est un terrain à la base. Sur ce terrain, petit à petit, il y a presque 200 ans, il y a eu une première menuiserie, ça s'est étendu, ça s'est étendu, ça a grossi. Au bout d'un moment, ben, on n'a plus de place nulle part. Donc aujourd'hui, tu te trouves à quelques jours, peut-être semaines, où tu vas me préciser de déménager.
Est-ce que, concernant le déménagement, le Lean t'a apporté certaines choses? En tout cas, oui, on a réfléchi à ça et on a commencé à préparer des différentes étapes justement pour ces déménagements parce que c'est quelque chose de lourd, hein. Déménager des grosses machines, euh, toutes les étapes à suivre, ben on prépare très mal en général. En tout cas pour ma part, je me focalisais sur mon travail habituel, mais j'ai pas très très bien préparé les déménagements. Et le lean, ben on y a réfléchi, on a mis en place des choses, ce qui a permis ben, je l'espère en tout cas, ce qui va permettre que ce déménagement se passe dans les meilleures conditions. Alors c'est vrai que on voit, alors c'est peut-être une coïncidence, on voit assez régulièrement des entreprises qui se lancent dans une démarche Lean et elles se lancent pas dans la démarche parce qu'elles ont un déménagement, mais au fait, on a un déménagement. Donc c'est des entreprises qui sentent qu'il va y avoir la mayonnaise qui va prendre, il faudrait pas qu'elle retombe, ou alors il y aurait peut-être l'opportunité de la faire prendre en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on voit des entreprises qui sont dans cette phase de leur histoire. Alors, au final, Xavier, tu as été devant un choix stratégique. C'était celui d'attendre pour mieux t'entourer et arrêter de tout encaisser tout seul, mais attendre d'être entouré pour partager les décisions à faire. Oui, oui, puis il y a eu ça a vraiment créé un énorme cap, pour la partie recrutement, hein. J'étais très, très mauvais dans la partie recrutement et d'en avoir discuté, d'avoir mis des travaux en route ensemble, enfin des phases de travail ensemble, ça, il en est vraiment ressorti qu'à un moment donné, je n'avais plus d'autre issue que d'aller recruter les profils qu'on avait besoin. Et c'est pour ça qu'en 6 mois, j'ai pris un cabinet de recrutement qui m'aide à ça. Mais je suis passé en 30 ans d'une méthode de recrutement, mais vraiment très 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 mauvaise, à vraiment ne plus regarder trop à la dépense, on va dire, mais de se focaliser vraiment sur cette partie-là, le recrutement. Et ça, c'est le Lean qui me l'a déclenché parce que ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Voilà. Que je ne pouvais plus rester comme ça devenait dangereux pour la société, qu'il me fallait m'entourer. Et là, vraiment, ça a vraiment été le très gros déclic de la première partie du Lean, quoi. Oui, et puis il y a aussi l'équation, on va dire l'équation de coin de table, que il vaut peut-être mieux miser un petit peu plus et avoir des résultats tout de suite avec le bon profil, plutôt qu'au final faire de la misère de tête hein, et miser des petites cartes et passer toute sa partie à faire ça et au final ne jamais remporter un seul pli. Donc ça peut être un gain de temps et donc derrière forcément gain de temps, donc gain d'activité, gain de chiffre, gain de marge. Peut-être qu'il vaut mieux mettre un effort tout de suite et maintenant que continuer à faire des demi-efforts pendant on ne sait combien de temps. Complètement. Puis en plus, c'est des demi-efforts qui coûtent très très cher parce que si après les profils ne conviennent pas, parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas eu assez d'analyse, pas assez de recherche pour le bon profil, ben après on se retrouve qu'on y a cru pendant 3, 4 mois. Et après, il faut retrouver notre profil, réexpliquer les mêmes choses, et c'est assez usant. Et donc, en tout cas, ça n'a pas été la bonne démarche que j'avais faite les 2 dernières années. Bah, c'était deux années, on va dire, avec une méthode. Et cette méthode, malheureusement, elle avait conduit à faire deux pas en avant et trois pas en arrière. Ouais, elle s'avérait ne pas être la bonne du tout. Ouais. C'était une très belle leçon. Alors, est-ce que tu vois des signes positifs aujourd'hui pour la suite, avec des points d'appui clairs et des perspectives claires sur l'année qui nous reste à passer ensemble? Enfin, les 6 mois, pardon. Euh, alors oui, là, je suis impatient, voilà, qu'on remette en route à 100% le Lean parce que justement, j'ai des profils qui sont arrivés avec une grande motivation parce que les profils ont été énormément sélectionnés sur leur motivation aussi. Et j'ai vraiment voulu créer une équipe de personnes avec de l'envie de bosser et de l'envie de bosser en équipe. Parce qu'une équipe, voilà, il faut travailler en équipe. Et là, vraiment, les profils qui ont été recrutés, ils sont tous dans la même manière d'être et dans la même envie. Donc là, je suis même impatient qu'on reprenne tout ce travail parce que là, il va y avoir justement les personnes adaptées pour avancer vite et bien. Alors, je précise au niveau timing qu'on reprenne parce qu'on enregistre cet épisode début juillet et notre prochaine séance, ça sera après les retours de congé. Pour toi, les prochaines étapes, en tout cas les prochains grands axes de travail, en termes d'exemples très concrets, pour toi, c'est quoi? On va faire quoi? Alors, à mon sens, on va un petit peu.
reprendre, on va partir de la partie chantier, bien sûr, conducteur de travaux, prise de côte, c'est un lancement en BE et on va reprendre tous nos process qui sont pas très élaborés. Là, aujourd'hui, j'aimerais que le lean ait un œil général sur tout ça pour que, et avec les personnes justement qui auront aussi commencé depuis un mois, pour vraiment qu'on pose toutes les cartes sur table et qu'on se dise, bon, voilà, maintenant on a tout ça, on en est là, comment on s'y prend? Ouais, un plan de bataille clair. Voilà, qu'on établisse un plan d'action sur tout ça, avec les personnes justement qui aura les personnes adaptées et qu'on n'ait pas peur de, voilà, de tout remettre à plat pour repartir sur de bonnes bases. Très bien. Eh ben, en tout cas, c'est effectivement ce que le Lean peut t'amener, puisque une des grandes thématiques d'une démarche Lean, c'est ce qu'on peut appeler l'approche projet. C'est le fait de considérer toutes les améliorations comme un chantier à part entière. Sauf que cette fois, le client, bah, c'est pas un client qui nous paye, hein. Cette fois, le client, c'est nous, c'est l'entreprise, c'est ses salariés, et directement, on est en train de travailler pour nous. Sauf qu'on n'a tellement pas l'habitude de produire ça qu'on a besoin d'une démarche un petit peu plus carrée que d'habitude, parce que ça sort forcément de nos habitudes, du quotidien, de ce qu'on sait faire. Là, on va pas produire des menuiseries, là, on va produire des améliorations. Euh, Xavier, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui se trouve peut-être au pied du mur, ou qui se trouve dans une situation un petit peu étrange, et qui hésiterait à faire une démarche Lean? Qu'est-ce qui servirait à se décider? Or déjà, moi je lui dirais justement s'il se retrouve au pied du mur, qu'il sait plus trop comment s'y prendre, ben, qu'il ait surtout aucune hésitation et qu'il fonce dans le lean parce que le lean, voilà, c'est abouti, c'est prouvé depuis de très nombreuses années que ça fonctionne et très, très bien. Donc voilà, des fois, on est, on est bloqué dans des idées, dans des principes, parce qu'on est dans des ateliers, parce qu'on a la tête dans le guidon, etc. Et il faut arriver à prendre du recul. Et justement, le lean, c'est ça aussi. Euh, c'est nous aider, de par ton intermédiaire ou, voilà, ou d'autres personnes qui sont dans le lean également, euh, justement à voir la société de plus haut et de voir toute notre manière de produire, notre manière de prendre des mesures, notre manière de gérer nos chantiers, mais avec un œil extérieur et de plus haut. Nous après, on arrive, enfin, chez l'entreprise, des fois, en tout cas, c'est mon point de vue, on n'arrive plus à prendre ce recul-là. Et le Lean va nous aider à prendre tout ce recul, à analyser tous ces points-là, qu'aujourd'hui, quand si ça fait de nombreuses années qu'on est là-dedans, on les voit plus. On n'arrive plus à les améliorer. Justement, le Lean va nous faire sortir de tout ça. Pour toi, c'est ça l'intérêt d'être accompagné? C'est-à-dire, t'aurais pas pu faire ça tout seul parce que tu avais besoin de ce point de vue extérieur? J'aurais pas pu faire ça tout seul, ça c'est certain, ou ça aurait pris énormément d'années et c'est trop tard, on n'a pas le temps. Là, on est obligé d'aller vite. Et même, je dis, ça aurait pris d'énormément d'années, il y a sûrement beaucoup de choses que je n'aurais pas vues. Donc j'aurais pas pris, il y a des choses qu'on ne voit plus après. On a trop d'habitudes, trop de systèmes de travail. Et moi, j'estime, en tout cas dans mon cas, que des fois, après, c'est compliqué. Ce recul-là, on n'arrive plus à le prendre. Et le lean, dans mon cas, en tout cas, il m'aide beaucoup à prendre tout ce recul, à avoir une vision extérieure. Et plusieurs idées ont toujours fait une meilleure idée. Mais en plus, le lean, c'est une manière de travailler spécifique qui est ultra performante. Un grand merci à Baptiste Compétence pour nous aider justement, pour aider les sociétés à se sortir de moments difficiles, parce qu'on est dans un moment difficile. Et, euh, et ça fait beaucoup de bien de se sentir aidé dans ces moments où on a vraiment un vrai besoin de soutien, voilà, et d'avancer, de nous aider à avancer. Ah, je sais plus. Il y a une expression qui dit il y a pas il y a pas de gloire à gagner un combat facile. Voilà. Et ben, même, je trouve qu'il y a peut-être pas d'intérêt à accompagner une entreprise à aller mieux si le secteur va très bien. Alors que là, il y a un secteur qui est quand même en pression. Vraiment, on a besoin, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment le moment. Puis il y a plus les mêmes marges qu'avant. Il faut pas se mentir, il faut être réaliste. Donc aujourd'hui, on a besoin d'être performant. Voilà. Il faut pas qu'il y ait une graine de sable dans la machine. Et aujourd'hui, on a besoin d'être performant et le lean nous aide à ça. Très bien. Xavier, autre chose à ajouter avant de se quitter? Non, merci. Merci, Oline. Merci, Paul. Alors, petit complément un petit peu théorique pour finir. Dans certaines entreprises, on finit par ne plus avoir le luxe de compenser les manques. On ne peut plus multiplier les plans B, juste au cas où. Eh bien, c'est là qu'une question d'ordre stratégique se pose. Quelles sont nos ressources critiques? En analyse stratégique, une ressource critique, c'est une ressource qui est difficile à acquérir, qui est coûteuse à remplacer
est indispensable au fonctionnement ou à l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Le fait d'identifier quelles sont ces ressources, ça permet de prendre des décisions éclairées. Est-ce qu'il faut les renforcer, les sécuriser, ou au contraire les diversifier pour diminuer le risque? Chez Chacornas, Xavier a fait ce tri. Il a arrêté de bricoler avec des solutions provisoires parce qu'il assume parfaitement des choix clairs, parce qu'au final il n'y a pas de plan B, et il concentre son énergie sur ce qui est vital, et c'est une manière très concrète de faire de la stratégie. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt!